Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Goodbye Kilowattheure. Alors aujourd'hui c'est une vidéo anniversaire. Alors, ça va être même une double vidéo puisque en fait aujourd'hui on est en novembre 2020. On a emménagé dans notre maison passive en septembre 2010. Donc ça fait juste un tout petit peu plus de 10 ans qu'on vit dans une maison passive. Et donc je voulais faire cette vidéo anniversaire un petit peu pour faire un petit bilan de ce qui s'est passé sur ces 10 années dans la maison passive. Donc du coup je vais faire deux vidéos. Je vais en faire une première qui est celle-ci sur laquelle je vais parler vraiment technique, hein, donc on va parler consommation, comparer les consommations aux maisons normales, entre guillemets normales, hein, et puis on va aussi faire une deuxième vidéo dans laquelle je vais faire un petit peu plus de ressenti sur notre vécu à ma famille et à moi dans cette maison passive depuis 10 ans, où là, je donnerai aussi hein, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, tout ça. Donc tout de suite, là, ça va être plutôt orienté consommation. On va pas être sur un face caméra, on va être plutôt sur un petit screencast sur lequel je vais vraiment expliquer ce qu'on a consommé en réel et voir comment ça se compare avec ce que j'aurais eu si j'avais fait construire la maison à l'époque selon la réglementation thermique 2005 de l'époque et aussi comparer avec la réglementation thermique actuelle. Voilà, donc tout de suite on passe de l'autre côté sur l'écran pour regarder un petit peu toutes ces consommations. Alors nous voilà arrivés enfin au relevé de consommation. Donc depuis 2012, je l'ai pas fait depuis le début, j'ai relevé avec des compteurs intermédiaires. Chaque mois est rempli dans un tableau Excel que vous voyez en fond les consommations de la maison passive, donc poste par poste et consommation générale. Donc on va voir un petit peu maintenant euh, ce que ça veut dire. Alors, voici les données un peu générales. Donc j'ai comparé à la RT 2005, la réglementation thermique 2005, qui était en vigueur au moment où j'ai construit la maison, et aussi à la réglementation 2012, qui est la réglementation en vigueur aujourd'hui. Mes consommations totales annuelles sont de 5128 kWh. Non, 3515 kWh. 5128, c'était l'étude thermique passive. Donc on voit que je suis déjà 31% en dessous de l'étude thermique. Donc ma maison fonctionne mieux que ce qu'elle avait été imaginée, ce qui est plutôt bon signe par rapport à ce qui est fait dans la réalité des autres maisons. En RT 2005, alors ce sont des consommations spécifiques, avec des consommations spécifiques estimées à 1800 kWh par an, qui concernent les usages appareils de la maison, parce que la réglementation thermique française ne tient pas compte de ces usages-là. Donc je les ai rajoutés, sinon en fait ça tient compte que du chauffage eau chaude, ventilation, climatisation et éclairage. Donc on a un écart de 85% par rapport à la RT 2005 et un écart de 72% par rapport à la RT 2012. Si on regarde donc les consommations réglementaires, donc comme je le disais, donc les postes chauffage, clim, production d'eau chaude, ventilation et éclairage, mon étude thermique passive me donnait 2848 kWh par an. J'en consomme 44% de moins. Et si on regarde par rapport à la réglementation en vigueur à l'époque, c'est plus que 10 fois inférieur. Donc voilà, c'est pas du tout une question de technologie pour faire des économies d'énergie dans la maison, hein. La réglementation thermique m'imposait quelque chose, j'ai fait quelque chose de 10 fois inférieur. Voilà. Et donc
c'est 5 6 fois inférieur à la réglementation 2012, donc à la réglementation en vigueur actuellement. Donc on est très 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 inférieur à la réglementation, donc on voit qu'on peut vraiment aller très au-delà de la réglementation française. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en euros? Alors, moi j'ai constaté sur ma facture un prix TTC du kilowattheure à 20 centimes et le site Kelwatt sur internet me le met à 17 centimes. Ce qui est normal, c'est que moi, comme je consomme peu, j'ai une plus grosse partie due aux abonnements, donc ce qui augmente le coût de l'énergie. Donc, si on était en RT 2005, j'économise 3500 à 4000 euros d'électricité par an, et si on était en RT 2012, ce serait 1600 à 1800 euros d'électricité par an. Cependant, il va convenir de faire très très attention. Les chiffres que je donne là, en fait, c'est un calcul un peu brutal. Et on va voir que faut prendre les chiffres avec du recul nécessaire. Si on comparait à la RT 2005, donc à l'époque, le chauffage standard, c'était le chauffage électrique. Et le chauffage électrique, ça consomme énormément. Donc le calcul serait exact, si ce n'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se restreint au niveau du confort par rapport à des maisons de ce type-là. D'ailleurs, c'est ce qu'on constate souvent, en fait, les gens ne vont pas payer 4000 euros d'électricité, ils vont se contraindre. Donc, mais c'est une restriction de confort. Si on compare par rapport à la RT 2012, la RT 2012, on est passé sur des chauffages par pompe à chaleur. Hors chaudière à gaz, hein, là je parle pour les gens à la campagne qui n'ont pas accès au gaz, hein. Donc les chauffages par pompe à chaleur, ça consomme 3 fois moins en électricité, donc ça fait tomber l'écart à 600 euros par an. Donc on voit qu'on a quand même un écart qui est réduit. On a un avantage énergétique très net, par contre on a un avantage en euros qui est quand même beaucoup plus réduit par rapport à l'RT 2012, qui je le rappelle n'était pas en vigueur au moment où on a fait construire. Alors comment se répartissent mes consommations? Alors mes consommations, elles se répartissent ainsi. Alors on va commencer tout de suite par parler de l'électricité spécifique. Donc l'électricité spécifique, ça concerne l'électroménager, le multimédia, la cuisson si électrique et tous les appareils électriques qu'il peut y avoir dans une maison, tout ce qu'on branche, tout ça. Donc en fait, c'est ce qui n'appartient pas à la maison, c'est ce qui est des appareils qui sont branchés sur la maison mais qui ne tiennent pas compte de la conception de la maison. Donc moi, pour moi, ça représente plus de la moitié de ma consommation depuis 10 ans. Alors, je ramène toujours la consommation en kilowattheure par mètre carré et par an. En fait, comme ça, ça fait une durée et une surface correcte. Grosso modo, là, 11,5 kWh par mètre carré et par an, c'est pour moi 1800 kWh. Donc cette consommation-là, théoriquement pour moi, elle est égale à la moyenne française puisque c'est des usages qui sont indépendants de la conception de la maison. Alors évidemment, j'essaye de faire attention, mais un frigo, c'est un frigo, que la maison soit passive ou pas. Une plaque à induction, c'est pareil, un ordinateur, c'est pareil, la télé, c'est pareil. Donc, ça correspond pas à la maison. Néanmoins, ce qu'on peut remarquer, c'est que moi, ça fait 55% de ma consommation, ce chiffre de 1800 kWh. Pour une maison moyenne en France, alors j'ai pris les sources des moyennes nationales au ministère du Développement durable, hein. Ça représente que 7% d'une maison. Donc en fait, on s'attaque rarement à ces consommations-là parce que c'est relativement faible. Et dans une maison neuve, par contre, ça monte à 19% puisque la maison consomme moins en elle-même. Donc voilà, ces consommations-là, elles ne rentrent pas dans les calculs réglementaires. Elles sont vraiment indépendantes puisqu'elles concernent vraiment du matos extérieur. Typiquement même, enfin là je l'ai retranché, mais à une époque en fait j'avais un plus qui se rajoutait, j'avais une voiture hybride rechargeable et donc je faisais les chargements dessus, donc ce qui représentait une forte consommation par rapport à ma consommation mensuelle. Euh, Maintenant on passe à l'éclairage. Alors l'éclairage, on voit que pour moi c'est négligeable.
Et ça l'est pour tout le monde, parce que si pour moi ça représente 2%, pour une maison moyenne, ça représentait moins de 1%. C'est là que c'est un peu rigolo, en fait, c'est qu'on s'est acharné à passer sur des lampes basse consommation, des LED et tout, en disant, ouais, on fait des grosses économies d'énergie. En fait, voilà, on a gagné 1% sur les consommations des maisons. En fait, l'État, il fait des gros efforts sur pas grand-chose. Là, il a fait des gros efforts sur un truc qui sert quasiment à rien. Alors ensuite vient le poste de ventilation. Alors c'est le seul poste où je consomme plus que la moyenne. En fait, j'ai une ventilation double flux. Je la fais tourner beaucoup parce que j'aime bien mon renouvellement d'air et que dans une maison passive on est étanche. Donc la ventilation consomme à peu près 2 fois plus qu'une moyenne française. Par contre, il faut bien se rappeler que la majorité des maisons françaises a un gros problème de qualité d'air intérieur. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Je vais essayer de la mettre dans les fiches au-dessus pour que vous y alliez voir les autres vidéos. Donc la ventilation, et puis ne représente que 7%, hein, donc c'est une consommation qui est faible. Mais effectivement, pour une maison passive, la consommation de ventilation est supérieure à la consommation normale d'une maison. On passe à l'eau chaude. Donc en eau chaude, j'ai une consommation 4 fois inférieure à la moyenne française et 2 fois inférieure à la norme dans le neuf. Alors, j'ai la même technologie que dans le neuf, c'est du chauffe-eau thermodynamique. En fait, ce qui fait que je consomme 2 fois moins, c'est que j'ai un chauffe-eau solaire. Et donc là, le solaire, pour lui, ça écrase complètement les consommations en été. Et enfin, le dernier poste, vous voyez que mon poste de chauffage, là, représente 15% de ma consommation. Donc, ma consommation réelle est de 3 kWh par an et par mètre carré de chauffage. Ça vous dit pas grand-chose. Grosso modo, le passif, ça demande 15, donc je suis déjà 5 fois inférieur en chauffage au niveau du passif. La norme pour les logements neufs, alors c'est difficile de sortir purement le chauffage, hein, mais bon, grosso modo, on va être vers 40 kWh par an et par mètre carré en chauffage. Donc, le logement neuf consomme en chauffage plus que 10 fois plus que ma consommation de chauffage en maison passive. Voilà, là, il y a une grosse différence. Et la moyenne française, elle est supérieure à 130 kWh par an et par mètre carré. Donc là, en fait, c'est plus que 40 fois inférieur. Voilà, même mon chauffage est 40 fois inférieur à la moyenne française. Ce qui fait que le chauffage représente, dans un foyer classique moyen en France, ça représente plus de 70% des consommations. Dans une maison passive, on le réduit à 1/6 des consommations. C'est même plus la consommation principale. Donc on voit vraiment qu'on peut faire des grosses économies sur le chauffage. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus, le poste d'économie majeure de la maison passive, c'est le chauffage. Mais comme c'est le plus gros poste de consommation dans une maison, c'est là que ça a été le plus travaillé et c'est là qu'on voit qu'on peut faire de vraies économies d'énergie, hein. Évidemment, on n'amènera pas toutes les maisons françaises en passif, mais si on amène les maisons françaises au niveau du logement neuf actuel, donc on le divise par 3, la consommation de chauffage, ça représente beaucoup dans la consommation générale de la France en énergie. Donc les bâtiments, c'est 40% de la consommation énergétique française, on le divise par 3. C'est monstrueux. Et là, la transition énergétique, elle se fait tout de suite. On se pose plus de questions de savoir s'il faut mettre des éoliennes ou des centrales nucléaires pour faire de l'énergie décarbonée. Là, on dégage directement, sans faire de révolution, comment dire, technologique. On dégage tout de suite un tiers de la consommation. Bam, on a fait, faut diviser par 6 la consommation. Là, on a déjà fait une bonne partie du chemin, quoi. Enfin, on a fait le tiers du chemin rien qu'en faisant ça. Donc on voit que c'est important quand même de se poser les bonnes questions sur la consommation des logements. Alors si on s'intéresse aux consommations réglementaires réelles de la maison passive, donc on a voilà, c'est la courbe année par année, mois par mois, on voit donc depuis 8 ans maintenant.
Donc on constate que la ventilation c'est constant sur l'année, hein, on ventile toute l'année parce qu'on respire dans la maison toute l'année. L'éclairage en verre qui est totalement négligeable, bon, on voit qu'on a un petit peu plus de consommation d'éclairage en hiver. D'ailleurs, on constate qu'on est plus basé sur la longueur des jours que sur la température, hein, puisqu'on voit que c'est souvent au mois de juin qu'il y a le moins d'éclairage, et plutôt au mois de décembre qu'il y a le plus d'éclairage. Euh, Ensuite vient l'eau chaude, donc on a vraiment une forte influence du ballon solaire. En fait, on voit qu'elle c'est de l'eau chaude, on en consomme toute l'année normalement, mais on voit que ça s'écroule à chaque fois à l'été parce qu'on n'a pas de parce qu'on n'a pas de enfin parce que c'est le solaire qui prend le relais. Mais il y a un petit mais, on a en solaire, j'ai eu pas mal de pannes et donc là notamment en fait, j'ai une fuite d'air dans mon circuit depuis 1 an, puis c'est compliqué à faire réparer. Donc voilà, c'est vraiment un gros bémol là-dessus. Et du coup, en fait, bah là, typiquement, on voit les différentes pannes. Il y en a eu une en 2013, mais il y a eu 2 pannes à partir de 2019 et dont une que j'ai pas pu réparer là encore. Et on voit que bah, du coup, là, la consommation d'eau chaude devient constante. Et enfin, bah, le chauffage, on voit qu'il est sensible à l'hiver, hein, il est quasiment nul en été. Alors, il est quasiment nul en été parce que j'inclus la climatisation. Et en fait, j'ai une climatisation par puits canadien. Ce qui fait qu'en été, en fait, j'ai quand même une petite consommation, mais pour rafraîchir la maison. Donc, avec les canicules qu'on a ces dernières années, c'est plutôt intéressant, même s'il y a une petite consommation qui intervient. Et évidemment, on voit qu'il y a une grosse influence. J'ai eu 2 de mes enfants qui sont nés en hiver et donc on a monté un petit peu la température de la maison parce que quand l'enfant est né en janvier, on va pas lui laisser un 19 degrés dans la maison. Donc en 2013 et en 2019, on voit que ça a une influence directe sur le chauffage. Alors voilà, si on ramène mois par mois les consommations annuelles de la maison, donc on voit qu'il y a alors complète, hein, chauffage, eau chaude, ventilation, éclairage, mais aussi les électricités spécifiques, hein. Donc on voit que je suis plutôt autour de 30 en janvier, qui est le mois où je consomme le plus. Ça descend à 13 en juillet, qui est le mois où je consomme le moins. Euh, on voit les années où je suis parti en vacances en juillet, les années où je suis parti en vacances en août. On sait que en 2020, 19, 18, en 2017 et 2016, je suis parti plutôt en juillet. En 2015, 2014, je suis parti plutôt en août. Voilà, on le voit dessus. Euh, donc, la limite de la maison passive, pour toutes ces consommations, elle est située à 45 en moyenne, hein, annuelle. Donc, je suis déjà bien en dessous. On va regarder ce que ça représente par rapport aux autres limites. Donc, par rapport à la limite dans le neuf, on est très en dessous. Donc, le neuf en réglementation thermique 2012. Si on poursuit par rapport à la norme en vigueur au moment de la construction, bah là, je voulais carrément écraser le graphique. Si on va chercher la moyenne française, bah là on voit qu'on est carrément en dessous, on est très très loin en dessous, hein. Il faut s'imaginer que ça c'est la moyenne, hein, des logements en France, donc il faut imaginer ce que ça va être en janvier et février et puis novembre-décembre, hein. Donc voilà, on voit quand même vraiment une grosse différence là, tout ce gap là entre deux, c'est vraiment vraiment les plus là dans la maison passive, hein. Bon, et puis depuis 4 ans, j'ai ajouté un petit plus. En fait, on a fait installer des panneaux solaires en décembre 2016. Et donc, voilà, on a passé la maison à énergie positive en mettant 9 kW de panneaux solaires. Alors, j'avais pas eu les moyens de le faire à la construction. Du coup, j'ai attendu un petit peu pour le faire. Et donc, on l'a fait en décembre 2016. Quand j'ai eu les moyens de l'investir, mais le toit était prévu pour, hein. On avait fait en sorte que le toit soit prêt pour ça, bien orienté, à la fois sur sa pente et sur son orientation par rapport au sud. Ce qui donne une production à peu près de 10 000 kWh par an.
Ce qui fait 40 000 kWh, un peu plus de 41 000 kWh depuis qu'on a mis les panneaux. Je mets quand même de faire attention à l'énergie grise, puisque en fait là ils sont là depuis 4 ans, donc grosso modo les 3 premières années ils remboursent leur énergie de fabrication. Donc là je suis vraiment dans le vert en fait depuis seulement un an, on va dire, si on est un puriste. On voit que ils produisent plus à peu près toute l'année que l'attente qui était calculée, hein, puisque l'attente calculée c'est la courbe bleu ciel là. Donc je suis un peu au-dessus et notamment en été. Donc finalement j'ai aussi une petite avance en termes de production. Je peux me permettre une panne parce qu'il y a un risque de panne sur l'onduleur la plupart du temps, mais là je l'ai pas encore eu, mais je peux me permettre une panne du coup parce que j'ai pris un petit peu d'avance sur ma production. Si on compare par rapport à la production de la maison, on constate que la maison, elle est à énergie positive 10 mois sur 12. Alors, quand on passe sur avril à août, on voit qu'on est très, 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 très positif. Et puis en janvier et en décembre, effectivement, la maison consomme plus que ce qu'elle produit en, en kilowattheure. Mais globalement, en moyenne sur l'année, on produit 2,7 fois plus d'énergie que ce que la maison en consomme. Donc c'est une maison particulièrement positive, hein. Quand on parle de BEPOS, où c'est vraiment juste positif par rapport aux consommations spécifiques, là, ça n'a rien à voir. On est très, 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 très au-dessus. Voilà. Et puis, maintenant, on peut faire donc un petit bilan des 10 ans dans la maison passive, en tout cas sur la partie consommation. Le reste de la vidéo est plus consacré à ce qui n'est pas consommation. On a donc 126 000 kWh d'énergie non consommée par rapport à la réglementation en vigueur à la construction, donc 126 000, ce qui fait un peu plus de 20 000 euros d'énergie en moins. Mais si on compte comme ça, je reste quand même dans le négatif puisque le surcoût à la construction était plus élevé. J'ai 7,56 tonnes de CO2 évité. Donc c'est l'équivalent d'un an de la consommation totale d'un Français. Donc c'est-à-dire que grosso modo, sur 10 ans, ça me fait économiser 10% de ma consommation. Ça a fait baisser ma consommation de CO2 de 10%. C'est pas énorme, hein, mais ça contribue. Euh, je suis pas responsable de la consommation moyenne des produits que j'achète, même si par exemple je fais attention au bio ou des choses comme ça. Mais bon, ça fait quand même 10% rien que sur la maison. Et puis sur le photovoltaïque, on a 40 000 kWh de photovoltaïque produits, ce qui a fait 10 000 euros d'électricité vendue. Alors là, comme les 20 000 euros d'énergie en moins sur la maison passive, euh, ça ne rembourse pas encore l'investissement, mais ça a déjà remboursé un tiers de l'investissement. Donc je compte sur une douzaine d'années rembourser l'investissement sur les panneaux solaires. Bon, voilà, vidéo un petit peu dense, hein, surtout au niveau technique, avec tous ces chiffres, tout ça. J'espère que j'en ai pas perdu trop. Euh, voilà, pour ceux qui sont encore là, tant mieux, c'est que vous avez apprécié de regarder les chiffres sur la maison passive. Je vous invite évidemment à regarder les autres vidéos qui vont s'afficher, qui traitent de la maison passive, hein, et majoritairement, mais aussi de transition énergétique globalement. Pour la deuxième vidéo, pour ceux qui la regardent là aujourd'hui, le jour de la sortie, la deuxième vidéo va sortir dans une semaine. J'ai pas encore tout à fait terminé. Et donc, bah, je vous invite à attendre la semaine prochaine, hein, du coup, pour regarder la vidéo suivante, qui elle sera vraiment plus, voilà, on voyage dans la maison, entre guillemets, et on regarde ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé sur ces 10 ans de vie dans la maison. Donc sur ce, moi je vous dis à bientôt, donc dans une semaine pour une nouvelle vidéo de Goodbye Kilowattheure.